Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur LCP. Dans cet épisode, je vous propose de revivre le débat sur les motions de censure déposées contre Sébastien Lecornu, l'une par la France Insoumise, l'autre par le Rassemblement National. On va retourner dans l'hémicycle pour écouter Aurélie Trouvé qui porte la motion de gauche, suivie par Marine Le Pen. On écoutera ensuite la réponse du Premier ministre, la position des groupes politiques et le vote. À tout à l'heure. Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, savez-vous ce qu'est un moine soldat? Un homme qui mène une guerre sacrée, qui croit servir une cause supérieure et qui, pour cela, brûle tout sur son passage. C'est bien ce que vous êtes. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes un moine soldat, celui de Monsieur Macron. Vous servez un pouvoir minoritaire persistant et pour ça, vous saccagez les fondements même de la démocratie. Le président Macron impose désormais son pouvoir contre la volonté du peuple. Il n'est plus garant des institutions de notre pays. Il n'a pas écouté une seule fois la colère qui s'exprimait dans les rues et sur les ronds-points. Il a volé par 49.3 2 années de retraite aux Français. Il a décidé tout seul d'une dissolution de l'Assemblée nationale, puis a ignoré le vote des Français. Battu dans les urnes, il a poursuivi une politique rejetée par le pays et il s'arroge à nouveau le droit de désigner un gouvernement de vaincus. Nous sommes en ce moment même à un tournant de l'histoire. La politique néolibérale en faveur des riches et des multinationales, celle de M. Macron, est massivement rejetée par le peuple. Elle ne peut continuer qu'en étant imposée contre le peuple. Nous y voilà. C'est le néolibéralisme autoritaire et vous en êtes le moine soldat, Monsieur le Premier ministre, avec vos pauvres armes, faites de tractations de couloirs, de discussions secrètes, de deals politiciens méprisables. Vous trahissez l'esprit de la République et son principe premier. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dès lors, ce n'est pas vous l'enjeu, Monsieur le Premier ministre, c'est la France. Chers collègues, censurer aujourd'hui, c'est exprimer notre attachement viscéral à la démocratie. C'est sauver la République du fanatisme de ceux qui prétendent aimer la France tout en la mettant sous tutelle. C'est dire à nos concitoyens que leur voix, elle compte encore, qu'ils peuvent être respectés et qu'en ce lieu, la conscience républicaine n'est pas morte. Monsieur le Premier ministre, comme moine soldat de Monsieur Macron, vous avez participé pendant 8 ans au saccage de notre économie. Il n'y a jamais eu autant d'entreprises qui ferment. Les salaires, les investissements productifs chutent. Les souverainetés industrielles et alimentaires sont en très grave danger. Les fins de mois des Français deviennent insoutenables. Vous avez dévasté l'économie du pays. Et votre budget, que vous dites sérieux, fiable, va amplifier le désastre. Les instituts économiques le prédisent, ce budget nous fera terminer l'année avec les pires résultats économiques des puissances européennes. 30 milliards de nouvelles coupes budgétaires et évidemment un très grave effet récessif. Par la baisse du pouvoir d'achat de toutes les classes populaires, ce sera un saccage pour les centaines de milliers d'auto-entrepreneurs qui devront désormais payer la TVA. Un saccage pour les TPE du bâtiment qui subiront de plein fouet la nouvelle baisse des aides à la rénovation énergétique des logements et tant d'autres. Les agriculteurs qui subissent les traités de libre-échange, boulangers, bouchers face à la hausse des factures d'énergie. Votre politique dévaste la production et des millions de petites entreprises. Tous les budgets qui font l'unité de notre nation seront amputés. Ceux du logement, l'aide alimentaire ou encore le budget des Outre-mer avec une baisse de 200 millions d'euros. Ce sera aussi un saccage de notre planète et de notre santé.
vous amputez de 84% le budget dédié à la sortie des pesticides et dans le même temps, les gens qui souffrent de cancers liés à ces pesticides, eh bien, ils devront payer encore bien plus cher pour se soigner. Votre budget relève d'une forme de dévotion, une dévotion cruelle, une dévotion au marché financier et à la dette qui ne peut pas finir autrement qu'en saccage. Alors je le dis à tous ceux qui ont été élus pour rompre avec le macronisme, ce saccage budgétaire aura lieu si nous ne censurons pas. 149.3, certes, mais le moine soldat empruntera bien d'autres chemins pour réussir sa mission, à commencer par les ordonnances. J'en viens maintenant au cœur du débat de ces derniers jours, la réforme des retraites et son devenir. Ne nous y trompons pas, mes chers collègues, si ce gouvernement demeure, il poursuivra la démolition de notre système par répartition, car la suspension annoncée n'est qu'un leurre, une tromperie, un subterfuge. Au mieux, un très bref report glissé par un amendement budgétaire dont rien ne garantit la présence dans le texte final. Et même s'il s'y trouvait, cet amendement confirmera, actera la retraite à 64 ans. Cet amendement sera payé très très cher par les retraités. La baisse des pensions de 17 millions de retraités, de 300 € en moyenne par an. Et cet amendement sera noyé dans un budget de destruction de la protection sociale. Entendez bien, doublement des franchises médicales, baisse des allocations de 13 millions de familles, de plus d'1 million de personnes en situation de handicap, baisse des APL de 300 000 étudiants. Et pour faire passer cet amendement de petit décalage de la réforme des retraites, collègues socialistes, il faudra voter tout le budget de sécurité sociale. Voter par exemple la remise en cause de l'aide médicale d'État. Et ça, vous ne le pouvez pas et vous le savez. Enfin, cette grâce de Monsieur Lecornu rouvrira la voie à la retraite par capitalisation par la conférence sociale. Alors vraiment, si cette pseudo-suspension des retraites est une victoire, c'est bien pour le président et pour tous ceux qui le soutiennent. Mais vous tous, qui avez été élus pour abroger la réforme des retraites, allez-vous vraiment vous laisser abuser par cette aumône en trompe-l'œil? Chers collègues, il n'y a que deux options ce matin, continuer le macronisme et le néolibéralisme ou bien rompre avec eux. Les Français ne veulent plus du chaos des marchés, ils veulent un État qui protège. Ils veulent la sécurité, celle du quotidien, pas celle qui fait de l'étranger un bouc émissaire. Ils veulent un travail qui permet de vivre, un médecin à moins de 30 minutes, une école qui n'abandonne aucun enfant. Ils veulent que la République reprenne la main, que les besoins humains l'emportent sur ceux de la finance. Ils veulent la souveraineté populaire face aux féodalités économiques. Alors, arrêtons maintenant de liquider les ressources du pays pour enrichir la finance. Le monde change, c'est maintenant qu'il faut investir des dizaines de milliards d'euros dans la relance écologique et sociale. Maintenant qu'il faut transformer notre production. Maintenant qu'il faut censurer. Censure. Retourne aux urnes. C'est le seul espoir d'un souffle nouveau, le seul espoir de régénérer notre contrat social. Voilà le sens profond du vote de 2024 et du programme de rupture du nouveau Front populaire, grâce auquel nous avons été élus et grâce auquel nous avons gagné. Enfin, je veux dire aux millions de gens, aux travailleuses, travailleurs, qui ont combattu la réforme des retraites en faisant grève et en manifestant. Oui, c'est grâce à vous et seulement vous si la volonté d'abroger la réforme des retraites
reste aussi majoritaire dans l'Assemblée nationale et dans le pays. Et à vous tous qui avez fait grève et avez manifesté, je vous dis, ne vous trahirons pas, nous continuerons le combat et nous censurerons. Respectons le mandat de nos électeurs, pensons à l'espoir que nous avons soulevé. Il est des moments où l'attentisme devient de la lâcheté, et nous y sommes. Jean Jaurès disait « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ». Je m'adresse ici à tous ceux qui se disent héritiers de Jean Jaurès. Montrez ce courage et censurez. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent Madame Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente, chers collègues, le général de Gaulle, pour désigner le règne des partis, avait une formule, le régime de malheur. En disant cela, le général croyait décrire le passé, celui de la 4e République. Il se voulait historien. Pour le plus grand malheur de la France et des Français, vous en avez fait un prophète. Car ce régime de malheur, c'est précisément la situation politique à laquelle nous faisons face aujourd'hui, du fait de la piteuse coalition des partis du système qui se relaient à la tête de l'État depuis 50 ans et n'ont aujourd'hui qu'un seul but, durer, se maintenir quelques semaines de plus au détriment du peuple et de la nation. Ce régime de malheur, toutes les institutions de la Ve République avaient été conçues pour le rendre impossible. Mais à force d'ententes électorales et d'accords de couloir, vous avez réussi à transformer notre loi fondamentale en étouffoir de la démocratie. Ce dévoiement de nos institutions a atteint aujourd'hui un paroxysme. Les Français ne comptent même plus les motions de censure déposées, débattues et votées depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. Et ils ne savent même plus qui siège au gouvernement, qui leur en voudrait, puisque la durée des ministres se compte aujourd'hui, parfois non plus en mois, non plus en années, mais en heures. Ce spectacle pathétique est un poison pour notre démocratie, car il exaspère nos compatriotes et les détourne du goût de l'action publique. Or, une démocratie ne vit que par l'énergie et par l'engagement des citoyens. J'espère donc que le théâtre des manœuvres auxquelles se sont livrés tous les partis du système depuis plus d'1 an n'aura pas gravé dans le marbre pour des millions de Français un profond dégoût pour l'action politique. Mais venons-en aux faits. La représentation nationale est aujourd'hui réunie pour décider si votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, doit être censuré au regard de votre projet de budget. Je dis votre budget, pardon, j'aurais peut-être dû dire le budget de M. Bayrou ou le budget de Bercy, car ce budget n'est tellement pas le vôtre qu'il n'intègre même pas la promesse que vous aviez faite au Parti socialiste de suspendre la réforme des retraites imposée au 49.3 par Elisabeth Borne. C'est même pire. La trajectoire de la réforme Borne est incluse dans votre projet de texte. J'y reviendrai. Ce budget, donc, est un véritable musée de toutes les horreurs coincées depuis des années dans les tiroirs de Bercy. Ce n'est pas une année blanche, mais une année noire pour les Français, et en particulier pour ceux qui travaillent et paient des impôts. Il y a d'abord la poursuite du matraquage fiscal, 19 milliards d'impôts supplémentaires, dont 10 pour le seul impôt sur le revenu, par le pas du gel du barème qui, il y a moins d'1 an, vous faisait pousser d'ailleurs des cris d'orfraie. Vous allez faire entrer 200 000 foyers de la classe moyenne dans l'impôt sur le revenu. Sans doute une récompense pour la France qui bosse, alors que notre taux d'activité est l'un des plus bas en Europe. Il y a ensuite la poursuite de la gabegie des dépenses publiques, 28 milliards de dépenses supplémentaires, au-delà de l'inflation, aucun effort sur le train de vie des administrations, aucun effort de rationalisation du maquis des agences et organismes divers qui coûtent des dizaines de milliards par an. Il y a également l'absence totale d'efforts sur l'immigration, l'absence totale d'action pour faire baisser ne serait-ce que d'1 euro les milliards que nous coûte chaque année l'aide médicale d'État et le dispositif fou des visas pour soins qui bat chaque année tous les records. Enfin, et c'est sans doute le pire, il y a aussi des mesures d'indécence sociale. Je pense à la fiscalisation des emplois étudiants, mais aussi et surtout
à la fiscalisation des indemnités versées par la sécurité sociale en cas de maladie de longue durée. Nous avions déjà eu la hausse des franchises médicales, le déremboursement des médicaments et de pansements, mais aujourd'hui c'est aux plus vulnérables, à ceux qui sont éloignés de l'emploi et parfois réduits à la solitude, que vous entendez faire payer la note de vos lâchetés et de vos renoncements. Monsieur le Premier ministre, je ne veux pas ajouter au débat politique déjà marqué par le règne de la médiocrité et des effets de manche inutiles la moindre pierre, mais quand même, sérieusement, comment voulez-vous faire accepter aux Français une année de plus, après des décennies de course à l'abîme, qu'on les spolie encore de leurs droits sociaux par incapacité à toucher à ceux que nous avons octroyés de manière totalement irrationnelle à la terre entière? Comment pouvez-vous imaginer que le pays le plus fiscalisé, le plus socialisé au monde ne vous sanctionne pas, ne vous rejette pas, en voyant chaque année s'allonger la liste des injustices et des spoliations, toujours au détriment des Français les plus faibles, jamais au détriment de l'immigration massive et incontrôlée qui mine nos comptes sociaux et rend nos rues chaque année de plus en plus violentes? Tout cela vient alimenter un climat de division et de ressentiment. Tout cela vient aggraver la situation déjà gravissime de nos finances publiques après 8 ans de quoi qu'il en coûte macroniste, sous l'œil effaré des marchés financiers qui nous prêtent des fonds, mais aussi des contribuables, ménages et entreprises qui devront payer la note fiscale de ce champ de ruines budgétaires. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier ministre, nous voterons sans hésiter la censure de votre gouvernement. Tout simplement parce que ce budget n'est pas un budget, c'est-à-dire la somme de choix politiques. Ce budget est l'acte ultime, nous l'espérons, d'un système politique à bout de souffle, à bout d'idées, et qui n'aura rien produit d'autre qu'un pays à bout de force, à force de saignée fiscale et de brutalisation sociale. Il n'y a qu'à observer, pour s'en convaincre, les statistiques publiques. Les faillites d'entreprises et en particulier de TPE et PME battent tous les records depuis des décennies. Le taux de pauvreté, les difficultés d'accès aux soins médicaux ou au logement explosent. Et l'immigration, je l'ai déjà rappelé, est elle aussi, comme notre dette publique, hors de contrôle. Tel est l'état de la France que nous laisse Emmanuel Macron. Tel est le pays que nous devrons redresser, car tôt ou tard, c'est au Rassemblement national que reviendra cette mission et nous la mènerons à bien. Mais ce que je viens de rappeler, Monsieur le Premier ministre, ce sont des évidences. Je crois et même j'espère ne rien vous avoir appris en disant tout cela. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus lamentable dans la situation politique que nous traversons. Les maux de la France sont parfaitement connus, sauf peut-être d'un carteron de gauchistes enfermés dans le déni du réel. Les remèdes aussi sont connus. Il ne manque qu'une chose, le courage de les mettre en œuvre. Mais quand la classe politique fait le choix collectif du déni du réel pour préserver ses petits intérêts, rien n'est possible. C'est précisément cela que nous vivons aujourd'hui. Tout a révélé au cours des derniers jours que votre seul objectif était d'éviter de nouvelles élections, de contourner le peuple, de le réduire au silence, de l'invisibiliser. En déposant ce budget, vous assumez de vous couper un membre en renonçant à la seule véritable réforme qu'Emmanuel Macron ait conduite, celle des retraites. Une réforme pour laquelle, soit dit en passant, vous aviez mis le pays à feu et à sang avant d'y renoncer 18 mois plus tard pour un fauteuil passablement élimé. L'Assemblée nationale va voter dans quelques instants 2 motions de censure. Et si une majorité de députés veulent votre départ, l'insondable sottise des postures des uns et des autres pourrait vous sauver. Si LFI refuse de voter notre motion et les quelques LR convaincus par la censure, celle déposée par LFI, ils condamneraient ainsi par leur sectarisme et leur égoïsme le plus stupide et obtus les Français à subir votre budget de malheur. Après votre accord avec Jean-Luc Mélenchon au second tour des législatives, c'est aujourd'hui donc à Olivier Faure que vous devrez peut-être votre maintien temporaire aux affaires. Un dirigeant visionnaire qui jusqu'à hier ne savait même pas par quel véhicule juridique allait être suspendu, puisque c'est là l'objet de l'accord de la honte conclu par les socialistes, la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. Cet accord
après de multiples rencontres entre vous, les alliés de M. Faure Apprécieront, n'est pas seulement honteux, il est placé sous le signe de la tromperie et de la malhonnêteté, car rien ne nous dit que cet amendement suspendant la réforme Borne survive à un rejet du PLFSS, à une réécriture par le Sénat, au passage au CMP, à une possible censure du Conseil constitutionnel en tant que cavalier budgétaire, voire à sa disparition en cas de budget par ordonnance. Oh, vous aurez alors beau jeu de vous cacher derrière sa censure, puisque c'est un sport national en Macronie. C'est ainsi que vous avez laissé votre loi sur l'immigration être vidée de sa substance l'an dernier, ce qui avait comblé d'est, paraît-il, Emmanuel Macron lui-même. Mais il y a encore mieux que les mesquines trahisons habituelles, il faut bien l'avouer, des socialistes, qui se retrouvent à cautionner la brutalisation sociale des plus faibles et le gel une année de plus du point d'indice de la fonction publique. Il y a donc mieux, il y a M. Wauquiez, il y a LR. Après avoir fait campagne pendant des mois sur son refus de se dissoudre dans le macronisme, M. Wauquiez donc a enfin clarifié sa position. C'est parce qu'il préférait en réalité se dissoudre dans le socialisme. Et soutenir d'un même geste la suspension de la réforme Borne et la désindexation des retraites. Merci M. Wauquiez pour cette clarification bienvenue. Vos électeurs apprécieront. Voilà donc le visage, Monsieur le Premier ministre, de ceux qui vous permettront aujourd'hui peut-être de durer quelques semaines de plus. Tous ces partis unis par la terreur de l'élection, à tel point qu'ils en ont oublié qu'ils devaient, dit notre Constitution, concourir à l'expression du suffrage. Désormais, ils sont tous d'accord pour concourir à éviter la tenue d'élections. Et par pudeur, je n'évoquerai pas les déclarations de vos propres alliés, entre Édouard Philippe, qui appelle à la démission du président de la République mais refuse la dissolution, et Gabriel Attal, qui dit ne plus rien comprendre à Emmanuel Macron, mais continue d'afficher son soutien au gouvernement. On s'y perd. Tout cela est pathétique. Tout cela sera bien vite, je l'espère, rangé au rang de mauvais souvenirs. La vérité, chers collègues, et j'en terminerai par là, c'est que vous n'échapperez pas au vote des Français. Vous aurez tout fait, tout entrepris, tout sacrifié pour éviter de retourner aux urnes, mais vous y retournerez. Et vous devrez la tête basse et la mine déconfite retourner devant vos électeurs avec le déshonneur de ceux qui, pendant des mois, auront joué la montre. Le Rassemblement national, lui, attend le jour de la dissolution avec une impatience croissante. Nos 140 députés du RN et de l'UDR ont hâte de retourner devant les Français, car ils pourront, eux, regarder leurs électeurs droit dans les yeux, car ils pourront, eux, rendre compte avec fierté de leur action à l'Assemblée nationale, car ils pourront, eux, dire qu'ils ont fait honneur au contrat moral qui les lie à leurs compatriotes, car ils seront, eux, les artisans du grand redressement national au sein d'une majorité claire qui sera rendue à notre pays par son seul souverain, le peuple. Et ce n'est pas à vous que je veux m'adresser maintenant, mais à nos concitoyens. Mes chers compatriotes, ne laissez personne vous dire que nous traversons une crise politique. Ce n'est pas une crise politique, c'est une crise politicienne, une crise de vieux partis fatigués qui n'ont pour seul projet que d'empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Mes chers compatriotes, ne laissez personne vous dire que nous traversons une crise de régime. Ce n'est pas une crise de régime, c'est la crise d'un régime, celui des partis, et il est en train de prendre fin. Mes chers compatriotes, vous allez demain retourner aux urnes et la nouvelle Assemblée que vous aurez élue pourra alors voter dès son installation une loi spéciale et le nouveau gouvernement présentera ensuite son budget, un budget reflétant les choix politiques exprimés par le vote du peuple français. Et ce sera enfin le retour de la vraie stabilité, pas celle des postes de vieux notables fatigués, s'il vous plaît, mais celle d'un pays et d'un peuple à qui nous aurons enfin redonné confiance et espérance. Dans tous les cas, car c'est en démocratie une loi incontournable,
C'est à vous, peuple souverain, que reviendra le dernier mot. Avec toute notre force et notre détermination, nous lui rendrons le pouvoir. Voilà aujourd'hui le seul chemin à prendre, celui de la démocratie. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur le Premier ministre. Mesdames les oratrices, je vous ai écouté attentivement l'une et l'autre et ce qui me frappe le plus, c'est la convocation du peuple comme une convocation d'un peuple imaginaire, comme s'il n'était pas exprimé lors des dernières élections législatives. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que ce gouvernement, Madame Le Pen, a peur du peuple, puisque dans quelques instants, soit l'Assemblée nationale l'aura censuré, soit l'Assemblée nationale l'aura confirmé. On ne peut pas dire que nous avons peur du peuple, Madame la Présidente Le Pen. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle en 2017. Vous avez été battue. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle en 2022. Vous avez été battue. Il y a eu des élections législatives anticipées que votre famille politique a demandé en réclamant la dissolution. Vous n'avez pas eu la majorité absolue. Et ce que je dis, Madame la Présidente, avec respect, c'est que personne précisément n'a eu de majorité absolue et qu'aujourd'hui se présente devant vous un gouvernement soutenu, et nous le verrons dans quelques instants, ou non, par un socle suffisamment grand de députés pour pouvoir se maintenir ou non. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puisque vous défendez la constitution du général de Gaulle, vous savez que les membres du gouvernement tiennent aussi leur légitimité du président de la République par sa nomination. Et ça, c'est la constitution de notre pays. Mesdames et messieurs les députés, je ne ferai pas de longs discours. Je pense que tout a été dit lors de la déclaration de politique générale. Ce que je retiens aussi, c'est que notre esprit de compromis, la volonté de faire en sorte que les débats soient ouverts et lieu, sont au fond le meilleur détecteur de la bonne foi ou de la mauvaise foi. Avec l'abandon du 49.3, avec le temps nécessaire pour mener l'ensemble des débats, s'exprimer ici ce matin à cette tribune, en laissant croire à celles et ceux qui nous écoutent que la copie budgétaire telle qu'elle a été déposée est la copie budgétaire définitive, comme si les parlementaires n'avaient pas le loisir, le droit, la capacité de le modifier, de l'amender, de transformer ce texte. S'il vous plaît, mes chers collègues, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, un petit peu respecter le Premier ministre qui est en train de s'exprimer et qui s'adresse à vous des deux côtés, s'il vous plaît. Un peu de silence. Des deux côtés. Ah, attendez, ça suffit. Allez, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, poursuivez. Merci. Merci, Madame la Présidente. On ne peut pas faire comme si, dans le moment de notre procédure budgétaire, il n'y avait pas un texte sur la table qui n'a pas encore démarré sa discussion. Et de cela, vous ne pouvez pas mentir devant les Françaises et les Français en disant « Voici le projet de budget, voici ce que nous souhaitons censurer », alors que vous avez refusé et que vous êtes en train de refuser de le discuter et de le travailler. La réalité, mesdames et messieurs les députés, soit on rentre dans les débats, soit on rentre une bonne fois pour toutes dans la crise politique. Et de cela, vous devez l'assumer, parlementaires de la France insoumise avec les parlementaires du Rassemblement national, parce que c'est évidemment le moment de vérité. Est-ce que l'on souhaite l'ordre républicain avec des débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale, ou est-ce qu'on souhaite le désordre? Est-ce que l'on souhaite le ralentissement du pays? Censurer sur un texte avec lequel on n'est pas d'accord, on peut le comprendre. Censurer sur la base de l'absence d'un texte, c'est tout simplement manquer de bon sens. En tout cas, mesdames et messieurs les parlementaires, ces motions de censure ce matin sont assez inédites dans l'histoire de la Ve République, parce que ça serait au fond un peu la première fois que l'Assemblée nationale déciderait de se censurer elle-même et de refuser d'entrer dans les débats parlementaires. L'histoire, en tout cas, jugera très durement ces manœuvres politiciennes dans lesquelles on aura confondu au fond la tribune de l'Assemblée nationale avec une tribune publicitaire. L'élection présidentielle viendra. Vous aurez l'occasion de faire campagne. Pour l'instant, ne prenez pas en otage le budget de la nation et le budget de la sécurité sociale. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Nicolas Metzdorf pour le groupe Ensemble pour la République. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, le général de Gaulle disait « Notre Constitution est à la fois parlementaire et présidentielle, à la mesure que ce que nous commandent à la fois les besoins de notre équilibre et les traits de notre caractère. » Nul ne doute du trait de caractère unique de l'Assemblée nationale qui se tient devant nous aujourd'hui. Bien que profondément divisée, elle n'a jamais eu autant de pouvoir. À ses côtés, désormais un gouvernement réaliste qui souhaite plus que jamais laisser la loi se faire au Parlement, comme l'a clairement rappelé le Premier ministre. Le gouvernement propose et l'Assemblée, enfin, dispose. Il apparaît donc regrettable que la Chambre basse puisse envisager de se dessaisir de ce pouvoir. La censure est un acte grave, fort et solennel qui engage la stabilité de la nation et qui doit être mis à l'ordre du jour lorsque la situation l'exige. Malheureusement, depuis quelques années, la censure est devenue l'outil indispensable du bon opposant qui promet à chaque occasion de faire tomber un gouvernement de France comme si la chose pouvait être légère. Depuis 2 ans, cette Assemblée ne renverse plus des gouvernements, elle renverse le sens même de notre engagement politique. La vérité, c'est que la Ve République est aujourd'hui plus affaiblie par son Parlement que par ses gouvernements successifs. À force de tout remettre en cause, scrutin après scrutin, motion après motion, nous prenons le risque d'épuiser non seulement les institutions, mais la confiance en notre pays. Ainsi, à l'heure où nous parlons, l'instabilité nous a déjà coûté 0,2% de notre PIB, selon le gouverneur de la Banque de France, soit l'équivalent du budget annuel du ministère des Affaires étrangères. Dès lors, une seule question. Avons-nous encore les moyens de nos querelles? Je ne le crois pas. Alors évidemment, le Premier ministre l'a lui-même reconnu. Ce budget est perfectible. J'ai envie de dire que c'est normal puisqu'il n'est pas encore passé par les fourches codines de l'Assemblée. À nous de nous en saisir et de trouver les fameux compromis nécessaires. Jamais dans l'histoire de cette République, les parlementaires n'auront exercé une influence aussi importante sur le budget de la nation. D'autant, mes chers collègues, que c'est bien lors de l'examen de ce budget que sera proposé ce que vous aviez tous demandé, en plus de l'arrêt des 49.3, la suspension de la réforme des retraites. Le Premier ministre aura donc répondu aux 2 principales revendications des oppositions qui justifiaient les censures jusqu'à présent. Quel parlementaire pourrait alors envisager de dire à ses concitoyens qu'il ne veut pas discuter du budget? La deuxième urgence de ce gouvernement de mission, et c'est à noter, ce sont les Outre-mer. Un projet de loi concernant la vie chère est prêt. Nos territoires et nos compatriotes en ont besoin tant la situation du pouvoir d'achat est dramatique. Sans gouvernement, les prix continueront de filer et la population continuera de se paupériser. Toute censure aura un impact négatif concret et rapide sur le quotidien de nos concitoyens ultramarins. Je le répète, mes chers amis, de par-delà les mers, avons-nous les moyens de nos querelles? Je ne le crois toujours pas. Permettez-moi désormais d'avoir un mot particulier pour 2 territoires meurtris. Mayotte d'abord, dont les plaies de Chido sont encore ouvertes. Des engagements ont été pris et il est désormais temps de les respecter dans le budget que nous allons examiner. On ne peut pas se contenter de tweeter lors d'une catastrophe naturelle et ne pas permettre ensuite au gouvernement de prendre les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation indigne. Nous avons une promesse républicaine envers ce territoire. Nous ne pouvons pas décevoir ainsi leur amour de la patrie. Enfin, la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais plus quoi vous dire, tellement je désespère de pouvoir un jour aboutir à la fin d'un processus commencé il y a 7 ans maintenant avec l'organisation du premier référendum. Nous avons connu trop de campagnes électorales, trop de factures, trop de barricades, trop de vies brisées pour devoir désormais être les otages du jeu national. Nous sommes si près de tourner la page de la violence et de la haine, si près d'en écrire une nouvelle, que je vous demande solennellement
d'avoir une pensée pour nous si vous hésitez à voter la censure. Si ce gouvernement tombe, tout espoir de paix s'envole. Combien faut-il de morts pour que la nation se donne le peu de temps nécessaire à achever le processus de paix en Nouvelle-Calédonie? Combien de vies faut-il voir fauchées pour que la politique s'arrête? À nous qu'on demande souvent de nous entendre malgré nos différences, parce que la Nouvelle-Calédonie le mérite, je vous retourne désormais cette requête d'unité nationale. Depuis que l'archipel a pris feu en mai dernier, nous avons connu une nouvelle assemblée et 5 gouvernements différents. Alors je sais que nous sommes loin, particuliers, et que nos voix se noient dans les millions de l'Hexagone. Mais nous aussi, nous sommes la France. Je m'excuse d'évoquer dans cette allocution mon territoire avec tant de gravité, mais je crois, tout en restant humble, qu'il n'y a pas mieux placé qu'un Calédonien pour vous dire, mes chers collègues, que la fracture d'un peuple est un poison qui tue même les pays qu'on pensait indestructibles. Nous avons la possibilité de travailler ensemble ici, de dépasser nos clivages pour sauver la France. Nous l'avons fait trop tard à Nouméa, nous pouvons encore le faire ici à Paris. Je sais qu'il y a les militants, les sondages et le calendrier électoral. Je sais les réseaux sociaux et le microcosme parisien. Mais avant tout, et plus que tout, il y a la France. Que le gouvernement de Sébastien Lecornu puisse tenir le plus longtemps possible, que sa mission réussisse, pour la France, pour toute la France. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Laurent Baumel du groupe socialiste. Monsieur le Premier ministre, en préambule de cette intervention, je veux d'abord vous dire que nous comprenons intimement et parfaitement les sentiments et les raisonnements qui conduisent nos collègues des autres groupes de gauche à vouloir ce matin censurer votre gouvernement. Nous comprenons et partageons l'exaspération engendrée par le spectacle accablant de ce président de la République qui, chagriné des mauvais résultats des élections européennes, a voulu lui aussi jouer à la dissolution, a perdu les élections législatives qu'il avait convoquées et s'est obstiné ensuite à en nier les résultats en ne consentant à nommer que des gouvernements à sa convenance, et ce, même lorsque le prétendu socle commun qui servait de prétexte à cette dénégation démocratique a volé en éclats il y a 10 jours sous le regard médusé du pays. Monsieur le Premier ministre, en préambule de cette intervention, je veux aussi vous dire que notre non-censure d'aujourd'hui n'est évidemment en aucun cas un pacte de non-censure. Nous ne nous engageons à rien, et surtout pas à voter ou laisser passer le budget récessif et injuste que vos ministres nous ont présenté. Nous ne renonçons à rien, et si vous-même ou d'autres ici pouvaient en douter, nous rappelons le précédent de François Bayrou, qui s'était un peu vite bercé d'illusions à notre sujet. Alors, si en dépit de ces rappels, nous faisons néanmoins le choix de ne pas vous censurer dès votre entrée en scène, c'est pour 3 raisons que je veux expliciter ici. La première tient à notre vision, j'allais dire à notre compréhension de la nature même de cette législature. Cette législature absolument inédite parce que dépourvue de majorité absolue et même relative est la première manifestation du tripartisme qui structure désormais notre période politique. Dès son avènement, les socialistes ont admis et énoncé qu'elle ne pourrait fonctionner que sur la base de compromis substantiels entre les forces qui ont composé le Front républicain de juillet 2024. Dès son avènement, nous avons pris nos distances avec l'illusion d'une possible application intégrale du programme du NFP. Et nous avons conçu le gouvernement que nous avons proposé de former autour de Lucie Castet comme un gouvernement minoritaire appelé à chercher des majorités texte par texte dans l'Assemblée telle qu'elle est. Dans notre vision, cette configuration nouvelle n'est pas d'ailleurs nécessairement une régression. Le système pyramidal, structuré autour d'un président tout-puissant, appuyé sur une majorité pléthorique et docile, n'a pas produit au cours des décennies un bonheur politique et une confiance dans les institutions telles qu'il faille à tout prix nous hâter de retrouver ce paradis perdu. Au moins, notre Assemblée reflète largement le pluralisme réel du pays. À supposer qu'il soit hautement désirable, donc, le retour à la normalité de la Ve République ne serait pas en outre garanti par un retour actuel aux urnes, qu'il prenne la forme d'une dissolution ou d'un départ du président. Les Françaises et les Français ne le demandent pas forcément,
À travers nos échanges hebdomadaires avec eux, nous sentons qu'il existe une base sociale dans le pays pour accueillir avec soulagement et peut-être même soutenir demain une expérience institutionnelle novatrice qui parviendrait à concilier le pluralisme et la stabilité, la confrontation naturelle des orientations avec la capacité d'agir que ce pays éminemment politique continue d'attendre de son État. Une expérience qui nous sortirait de l'image déprimante d'un pays bloqué par la somme de ses intransigeances. La seconde raison de notre non-censure tient à notre conception de l'action politique, celle qui a fondé historiquement l'identité du socialisme démocratique et l'a distingué des mouvements révolutionnaires ou gauchistes. Depuis toujours, nous préférons nous battre ici et maintenant pour obtenir des avancées concrètes dans le cadre des institutions pour celles et ceux que nous défendons, plutôt que de travailler sans cesse à approfondir des contradictions et des crises, censées faire advenir des grands soirs sans cesse différés et souvent décevants. Dans le moment présent, et même si je le répète, nous partageons l'exaspération devant l'attitude présidentielle, nous ne sommes pas convaincus que faire tomber à la chaîne tous les gouvernements qui passent pour précipiter une élection présidentielle à l'issue incertaine soit le meilleur service que la gauche puisse rendre aux couches populaires qui ont besoin d'elle. Forts de nos 69 députés, nous préférons exercer des rapports de force, agir dans l'hémicycle pour essayer d'inscrire dans le droit positif les propositions politiques issues de notre programme commun. Nous croyons à la nécessité et à la valeur du compromis. Nous voulons des avancées concrètes pour les gens. Et la troisième raison, Monsieur le Premier ministre, pour laquelle nous faisons le choix de ne pas vous censurer au lendemain de votre déclaration, est que vous avez, à travers l'annonce de la suspension immédiate et complète de la réforme des retraites que nous vous demandions publiquement, fait une concession réelle qui est aussi une avancée réelle. Une concession réelle. Oui, nous connaissons l'attachement quasi obsessionnel du président de la République et de vos amis pour ce totem du bilan macroniste. Nous nous souvenons de la façon dont les outils de la coercition et de l'obstruction parlementaire ont été mobilisés pour l'imposer et le maintenir coûte que coûte face à une Assemblée et un pays récalcitrant. Une avancée réelle. On peut ici ou là ergoter, minorer, dévoiler notre supposée naïveté. Nous sommes fiers d'avoir exercé cette pression, ce rapport de force qui permettra demain à 3,5 millions de personnes usées ou fatiguées par une vie de travail de partir plus tôt, si elles le souhaitent, à la retraite. Mais je termine, Monsieur le Premier ministre, je termine par là où j'ai commencé. Pour la première fois de cette législature, vos amis et vous-même semblez comprendre que la pérennité de cette législature a un prix. À la différence de votre prédécesseur, vous semblez vouloir nous épargner les leçons de morale ou d'économie pour nous traiter comme on traite ses opposants en l'absence de majorité. En ne joignant pas ce matin nos voix à la censure, nous faisons le pari que vous continuerez à le comprendre dans le débat budgétaire qui vient. Sur la suspension des retraites, je vous le dis solennellement ce matin, il n'y aura pas d'entourloupe ou de ruse procédurale. Vous êtes le garant qu'à la fin du processus, la suspension devienne une réalité juridique. La pérennité même de votre gouvernement est désormais liée à cet engagement pris à cette tribune devant des millions de Français. Monsieur le Premier ministre, vous avez renoncé au 49.3. C'est un progrès démocratique qui permettra aux majorités parlementaires de corriger votre copie. Chacun sera mis devant ses responsabilités et assumera ici les classes sociales et les intérêts qu'il défend. C'est infiniment mieux qu'un budget imposé par ordonnance. Mais ce geste, Monsieur le Premier ministre, ne vous exonère pas de votre responsabilité de faire de nouvelles concessions sur la trajectoire financière, sur la justice sociale, sur le pouvoir d'achat, si vous voulez, si nous voulons que la France ait un budget et un gouvernement à la fin de cette année. Monsieur Retailleau vous accusera peut-être d'être notre otage, ce n'est pas notre sujet. Nous demandons simplement que les idées validées par un tiers des Français lors des élections législatives trouvent leur place légitime dans le budget de la nation. Monsieur le Premier ministre, je conclus. Nous faisons le pari qu'une forme d'intelligence politique collective peut peut-être encore émerger du bourbier créé par l'apprenti sorcier de l'Élysée. Un automne parlementaire ne suffira pas à recréer l'amour des Français pour leurs institutions, mais nous pouvons commencer à leur redonner du crédit. Nous pouvons agir pour éloigner le pire, les souffrances, les malheurs, les désordres, les salissures de notre République
auquel notre échec collectif pourrait désormais rapidement nous conduire. Voyez donc, Monsieur le Premier ministre, cette non-censure comme un sursis et comme un appel au sursaut. En ce mois d'octobre 2025, les Français nous regardent, vous regardent, ne les décevez pas. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Jean-Didier Berger pour le groupe Droite républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous éprouvons ensemble l'expression d'un hiatus démocratique inédit. Il y a 15 mois, chacun d'entre nous a gagné dans sa circonscription. Nous avons tous gagné. Et pourtant, ici, désormais, personne n'est vraiment vainqueur puisqu'il n'y a pas de majorité claire. Ainsi, par leur suffrage, les Français ont-ils confié entre nos mains une responsabilité démocratique supplémentaire, celle de nous mettre d'accord et de sortir des postures politiciennes, celle de faire preuve d'humilité et de créativité pour sortir des impasses politiques. Le vote des Français a retiré du pouvoir à l'exécutif. Vous en avez pris acte, Monsieur le Premier ministre, en renonçant expressément à l'utilisation du 49.3 à l'occasion de l'examen du budget de la Nation. Davantage de pouvoir est donc désormais entre nos mains. Cette responsabilité nous oblige. Face à l'impasse de la dissolution, la droite républicaine a assumé l'intégralité de ses responsabilités. Nous avons choisi d'envoyer l'un des nôtres pour être Premier ministre avec Michel Barnier. Nous avons soutenu un autre Premier ministre qui n'était pourtant pas issu de notre formation politique, avec qui nous n'avions pas une histoire d'amour très évidente, et pourtant nous l'avons fait pour éviter les conséquences qui pouvaient se reproduire à l'issue de la première censure, des conséquences qui créaient beaucoup d'incertitudes pour le pays. Il nous est aujourd'hui demandé de nous prononcer à nouveau sur l'opportunité d'une nouvelle censure. Bien sûr, il y a avec ce gouvernement, Monsieur le Premier ministre, vous le savez, des points de désaccord importants, des points de désaccord budgétaires importants. Le Haut Conseil des finances publiques l'a dit, 2025 commence à marquer le début de la réduction des déficits. Mais cette réduction des déficits se fait 100% par l'impôt et 0% par la baisse de la dépense publique. Comment est-ce possible dans le pays le plus taxé du monde, dans le pays qui dépense le plus? S'il y avait une majorité et une opposition, comme c'est traditionnellement le cas ici à l'Assemblée nationale, nous serions probablement dans l'opposition et nous voterions probablement contre ce projet de budget. Mais voilà, il n'y a pas de majorité. Et si, sans responsabilité, il ne reste plus que des oppositions, alors nous serons dans le néant budgétaire. En moins de 2 ans, la France a connu 5 premiers ministres, nous rappelant ainsi les heures les plus sombres de la 4e République. Le général de Gaulle et Michel Debré ont précisément conçu nos institutions et notre Constitution comme un rempart face à cette instabilité, un rempart qui permet à la France d'avoir une stabilité qui lui confère sa solidité. Des institutions qui garantissent que l'intérêt supérieur de la nation passe avant tous les intérêts partisans. C'est précisément en considération de l'intérêt national que les députés de la droite républicaine ont aujourd'hui décidé de ne pas censurer ce gouvernement. Pas seulement parce que les Français sont très majoritairement opposés à cette censure, mais parce qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. C'est l'intérêt national qui commande aujourd'hui, mes chers collègues, de trouver les voies et moyens d'un accord pour doter la France d'un budget avant la fin de l'année. C'est l'intérêt national qui nous enjoint d'honorer les engagements de la France pris auprès des instances de l'Union européenne. C'est encore l'intérêt national qui ordonne de comprendre que sous le regard attentif et circonspect des marchés financiers, c'est la crédibilité de la signature de la France qui est en jeu. Et pourtant, Monsieur le Premier ministre, ne pensez pas que nous ne serons pas attentifs et vigilants à chacune de vos décisions. Ne pensez pas, en l'occurrence, que nous pourrons accepter tout et n'importe quoi s'agissant de la réforme des retraites. La parole est à présent à Madame Léa Balaj-El-Mariki pour le groupe écologiste et social. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, voter une motion de censure n'est jamais un geste anodin. Ce n'est jamais une posture. En tout cas, ce n'est pas ma conception. C'est un acte grave. Le budget que vous nous présentez n'est pas un projet pour la nation. C'est une addition d'injustices. Rigueur extrême pour les classes moyennes et populaires, clémence excessive pour les ultra-riches et les grands groupes, et un silence assourdissant
pour le climat. Vous avez même poussé le zèle jusqu'à reprendre 80% des propositions de M. Bayrou, celles-là même que cette Assemblée venait tout juste d'écarter. Gel des prestations sociales et suppression des APL pour les étudiants étrangers, hausse des timbres fiscaux d'accès à la nationalité, comme si la nationalité devenait un privilège censitaire, limitation des arrêts de travail initiaux, division par 2 du fonds vert, déjà diminué l'an passé. Voici quelques exemples éloquents de vos intentions. Et en augmentant les franchises médicales, vous affaiblissez mécaniquement le financement solidaire de la sécurité sociale. Vous en accélérez la financiarisation. Les mutuelles augmenteront, les ménages paieront et chaque centime non remboursé par la sécurité sociale sera un coup de canif dans l'édifice du Conseil national de la résistance. Quant à la suspension de la réforme des retraites, réforme pour laquelle vous avez changé 3 fois de véhicule législatif en 48 heures, à croire que vous êtes devenu un défenseur de la multimodalité, elle aurait pu être une bonne nouvelle. Mais ce que vous proposez n'est un report que de 3 mois pour les générations de 64 à 68. L'âge pivot de 64 ans, la cible des 172 trimestres demeure inscrit dans la loi. Vous suspendez la marche pour mieux la reprendre. Et comme souvent, les mots enjolivent la réalité. Ce que vous appelez suspension n'est en réalité qu'un ralentissement cosmétique. Alors c'est vrai, vous allez accomplir un geste d'une portée inédite. Vous renoncez à l'article 49.3 de notre Constitution. L'Assemblée nationale aura enfin le droit de voter. Attention, on frôle la révolution démocratique. Pardon de vous le dire, mais faire passer le respect du Parlement pour une faveur censée justifier notre confiance, c'est confondre la démocratie avec une cour royale. Et quand bien même vous seriez tenu de composer avec les forces de cet hémicycle, il ne faut pas se laisser abuser. La Ve République demeure un régime où l'exécutif règne en maître sur la fabrique de la loi et dispose d'un pouvoir réglementaire si vaste qu'il peut gouverner sans nous. Pour le dire autrement, vous laissez à Matignon, Monsieur le Premier ministre, c'est assumer la droitisation de l'ensemble de nos politiques publiques. Et cela, nous ne l'acceptons pas. Mais ce qui se joue ici dépasse infiniment la question du désaccord politique. Ce qui est en cause à travers votre nomination, c'est la manière dont le pouvoir présidentiel se conçoit, s'exerce contre les usages, contre l'esprit d'équilibre et à la fin des fins, contre nos concitoyens. Si nous vous censurons, Monsieur le Premier ministre, c'est en républicain sincère, attaché à la régularité du pouvoir et à la dignité de ses procédures. Il y a un an, le président de la République a pris l'une des décisions les plus graves de la Ve République, dissoudre l'Assemblée nationale, dans l'espoir secret que la victoire du Rassemblement national en révèle l'imposture. Il n'était pourtant pas nécessaire de jouer avec la République. Il suffit de les écouter chaque jour se contredire. Ce pari dangereux s'est changé en manœuvre cynique lorsque le chef d'État a demandé à ses candidats de refuser le barrage républicain. Emmanuel Macron se rêvait en Churchill, il se réveille en von Hindenburg. Et vous êtes de ceux, Monsieur le Premier ministre, qui ont rendu cela possible. Vous vous dites gaulliste, mais est-ce que le général aurait dîné en catimini avec Le Pen pour parler des conflits aux portes de l'Europe comme vous l'avez fait au printemps dernier? Non. C'est contre cela que les Françaises et les Français ont voté, contre la banalisation de l'extrême droite, pour un vrai changement, pour la justice sociale, pour la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Et pourtant, nous y voilà. Un président qui s'obstine à mépriser le verdict des urnes, qui nomme pour la 3e fois et demie un Premier ministre à sa main pour poursuivre la même politique, comme si rien ne s'était passé. Un président qui détourne sa fonction de garant des institutions pour échapper à sa propre responsabilité. Un président qui tord la lettre et l'esprit de la Constitution pour mettre la République à son service. Un président minoritaire, devenu hors de contrôle, qui veut rester au centre du jeu. Tout, désormais, concourt à épuiser notre démocratie. Et si vous n'avez pas notre accord pour gouverner, c'est parce que nous avons encore la faiblesse de croire qu'en République, tous les coups ne sont pas permis. À l'heure où le vent brun souffle de nouveau sur les continents, l'entêtement du président de la République nous rapproche de ces démocraties libérales, celles qui refusent le partage du pouvoir, celles qui préfèrent l'autoritarisme à la délibération. Cet autoritarisme s'était encore exprimé avant-hier, lorsque le chef de l'État, non content d'infantiliser régulièrement les Françaises et les Français, a cru bon de nous menacer. Voter cette motion de censure reviendrait, selon lui, à voter la dissolution.
Non, chers collègues, la dissolution n'est pas la conséquence automatique d'une censure, ni la conséquence institutionnelle. C'est une décision politique, une responsabilité qui appartient au président de la République et à lui seul. Emmanuel Macron pourrait parfaitement revenir à la raison et donner enfin un sens aux résultats des urnes de juillet dernier. Et même s'il devait persister dans son aveuglement, vous pourriez, vous, Monsieur le Premier ministre, nommer pour la 3e fois, et ce serait audacieux, admettons-le, proposer une feuille de route fidèle à ce que le pays a exprimé, des mesures pour réparer vraiment la France. Je n'ai pas le droit ici de brandir le programme du nouveau Front populaire, mais il pourrait vous inspirer utilement. Pas pour appliquer tout le programme, rien que le programme, mais un 10e suffirait déjà à répondre à bien des attentes du pays. Vous pourriez même vous appuyer sur des propositions déjà adoptées par cette Assemblée. Je pense par exemple à la taxe Zuckman défendue par mes collègues Eva Sass et Clémentine Autain. Alors non, la dissolution n'est pas l'issue naturelle de cette censure. Nous refusons de porter la responsabilité d'un choix qui n'est pas le nôtre. C'est vrai, cette Assemblée ne ressemble à aucune autre dans l'histoire de la Ve République. Elle est si fragmentée qu'aucune tendance politique ne dispose de la majorité et les compromis seront nécessaires. Mais c'est précisément parce que cette situation est sans précédent qu'il faut respecter les principes fondamentaux de notre République parlementaire. 2 exigences auraient dû être respectées. Que le président de la République accepte enfin le résultat des urnes, passe la main, admette la cohabitation, qu'un projet commun, clair et débattu soit présenté devant les députés, accompagné d'une question de confiance. Rien de tout cela n'a été fait. Monsieur le Premier ministre, votre nomination procède d'une décision autoritaire à laquelle nous ne pouvons souscrire. Nous refusons que la Ve République devienne une monarchie élective. Et puisque vous ne sollicitez pas notre confiance, nous sommes contraints de vous offrir la censure. De quoi allons-nous débattre ce matin ? Il nous faut l'expliquer à celles et ceux qui nous écoutent encore, s'il en reste, au vu de la désolante prestation que nous leur offrons ces derniers temps. Il nous faut leur dire tout le ridicule de cette scène. Nous sommes aujourd'hui réunis pour débattre de motions de censure qui ont été déposées par les extrêmes, alors même que le gouvernement ne s'était pas encore exprimé sur ses orientations et ses choix budgétaires. C'est assez cocasse, vous en conviendrez, puisque cela revient à congédier un salarié avant même son premier jour. Il serait, par nature, fautif, coupable de ne pas venir de vos rangs. Mais il en est ainsi. Sans même laisser le Premier ministre prononcer le moindre mot, l'extrême droite, avec l'extrême gauche, avait décidé de s'unir pour bloquer le pays. Par ailleurs, censuré, mais dans quel but ? L'instabilité, le chaos ? Nous en sommes déjà au 3e Premier ministre en 1 an. Quand allez-vous enfin penser à l'intérêt des Français ? Qu'ont-ils à gagner à voir ce blocage politique se poursuivre ? En réalité, avouez-le, vous espérez que la dissolution et l'instabilité politique. Même si vous n'avez que faire du prix financier, politique et démocratique d'une telle attitude, je veux ici vous le redire. La facture pour les Français d'une nouvelle dissolution serait de 15 milliards d'euros. Pour refaire ce que le peuple vient tout juste d'élire. Et pour quel résultat demain ? Un hémicycle où l'extrême droite gagnerait quelques sièges supplémentaires, mais sans pour autant que celle-ci ne dispose d'aucune majorité. Nous serions alors dans une assemblée toujours aussi fracturée qu'aujourd'hui, tout aussi incapable de s'entendre dans un pays de nouveau paralysé par les divisions. Et ainsi, les Français douteraient encore davantage de leurs institutions. Le prix le plus lourd ne serait alors pas dans les urnes, mais dans les têtes. C'est la confiance démocratique qu'on érode, qu'on abîme, à force de jouer avec les institutions comme avec des allumettes. J'en suis sincèrement convaincu. La France n'a pas besoin de vos calculs stériles, de vos querelles vaines. Les Français attendent de nous que l'on travaille, que l'on propose, que l'on argumente. Dans la tempête politique que nous connaissons, dans cette crise larvée que nombreux ici nourrissent, il devient urgent de revenir à l'essentiel, l'intérêt général. Chez Horizon, nous faisons le choix de la stabilité, de la cohérence, du débat parlementaire et de la vérité. Ces mots qui devraient, nous en sommes certains, guider toute action publique, tout discours politique. La stabilité, d'abord. Loin d'être le synonyme de l'immobilisme,
est le signe d'une grande et nécessaire responsabilité. C'est elle qui garantit la continuité de l'État et la confiance des Français envers la représentation nationale. La cohérence ensuite. Gouverner, c'est tracer une ligne claire et la tenir, même si elle n'est pas la plus commode ou la plus populaire. La cohérence, c'est la marque de la conviction. Le débat parlementaire, nous le souhaitons. Il dotera notre pays d'un budget qui nous permette de respecter nos engagements et de rétablir nos finances. Enfin, la vérité. Si elle n'est pas toujours confortable, elle seule permet de garantir la confiance. Dire la vérité, c'est respecter les Français et refuser les recettes magiques et les promesses insoutenables. Stabilité, cohérence, débat parlementaire et vérité. Voilà les 4 piliers d'une action publique digne et durable. C'est sur ces piliers que le groupe Horizon a la volonté de reconstruire la parole politique quand d'autres se contentent de la rabaisser. C'est dans cet esprit que nous ne souhaitons pas censurer un gouvernement parce qu'il défendrait quelques idées différentes des nôtres. C'est dans cet esprit aussi que nous nous exprimons sans trembler, sans hésiter, sur la suspension de la réforme des retraites, que nous jugeons déconnectée de toute réalité démographique et financière. Je l'ai dit au moment de votre discours de politique générale, Monsieur le Premier ministre, et je le répète, avec les députés de mon groupe, nous ne voterons pas n'importe quoi. Nous n'avons aucunement l'intention de renier nos valeurs, et nous comptons bien utiliser le temps du débat budgétaire pour défendre avec constance nos convictions. La France a besoin d'un budget crédible, sincère et équilibré. Elle n'a rien à gagner à entendre les excès et postures des extrêmes qui ne veulent assurément pas la réussite de notre pays. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez rappelé l'essence même du débat du député. Le législateur est ici pour débattre et faire la loi. Alors oui, Monsieur le Premier ministre, vous proposerez, nous débattrons, nous voterons. Pour toutes ces raisons, le groupe Horizon et Indépendants ne soutiendra pas ces motions de censure mortifères et irresponsables. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Christophe. La parole est à présent à Monsieur Laurent Mazory pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, depuis des semaines, les citoyens nous regardent avec méfiance et inquiétude. Une dissolution largement décriée tant elle a été désastreuse, 3 gouvernements en 1 an, et je ne compte pas celui qui n'a duré que quelques heures, qui ont eu pour effet d'exaspérer nos concitoyens, d'augmenter notre instabilité économique et politique et de faire peser un peu plus de poids sur nos finances publiques dont un rééquilibrage était déjà une urgence. Maintenant, nous en sommes à une énième motion de censure qui, si elle devait être votée, aurait les mêmes effets que ceux de l'instabilité dont je viens à l'instant de vous rappeler les méfaits et les impacts plus que désastreux pour notre pays. Dans ce contexte, et c'est dans ce contexte, qu'une très large majorité des députés du groupe Lyotte ne votera pas cette censure. Cela étant réaffirmé, il nous faut maintenant dire avec fermeté pourquoi cette large majorité du groupe ne souhaite pas la voter et ce qu'elle attend donc dans le futur proche, très proche. Tout d'abord, notre groupe l'a affirmé et réaffirmé depuis le mois de septembre, il est urgent que les voix républicaines de cet hémicycle puissent travailler ensemble, en faisant des compromis pour avoir de réels budgets et non des budgets spéciaux jusqu'aux élections présidentielles, afin que notre France puisse fonctionner et tenir son rang. Nous voyons déjà tous les jours les dégâts d'une éventuelle loi spéciale et de l'instabilité politique dans nos territoires, où des entreprises hésitent aujourd'hui à s'installer et où d'autres ont peur d'investir. Par ailleurs, nous attendons de vous, Monsieur le Premier ministre, un réel dialogue avec le Parlement, un investissement ou un réinvestissement considérable dans certains secteurs. Nous les connaissons tous, la justice, la sécurité, la santé, l'éducation, et que dire de nos territoires ultramarins qui manquent cruellement de moyens. Ils deviennent une source de tension et d'exaspération pour nos concitoyens. Sur le sujet particulier des retraites, le groupe Lyotte défend depuis longtemps la suspension de la réforme de 2023, mais afin d'organiser une conférence de financement. Aussi, nous accueillons avec bienveillance, mais aussi avec beaucoup d'attentes,
votre volonté de la suspendre. Il ne s'agit pas seulement d'attendre 2027 sur ce sujet, bien que les élections présidentielles devront également donner un nouveau souffle à ce débat. Mais il s'agit aussi dès aujourd'hui de travailler avec sérieux et surtout avec écoute de nos concitoyens, mais aussi des partenaires sociaux, pour une réelle refonte visant à la fois à protéger notre modèle social en assurant la pérennité de son financement à long terme dans le contexte démographique que nous connaissons et que personne ne peut nier. Nous restons un groupe d'opposition, mais qui se veut, comme il l'a toujours été, constructif. Nous espérons que cette position d'opposition constructive permettra d'alimenter des débats sincères, amenant à des mesures justes et à un budget le plus équilibré possible dans ces circonstances politiques particulières. Vous avez souhaité renoncer à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. C'est une première étape vers une écoute sincère de votre part. Néanmoins, il faut aussi que durant les débats, les propositions que nous ferons les uns et les autres puissent également être entendues et appréciées. Aller jusqu'au bout des échanges, sans prendre en considération les propositions de tous, n'aboutirait à aucune mesure efficace pour notre pays et continuerait à alimenter la méfiance de nos concitoyens. Donnons un budget juste à notre pays. Et je fais ici le vœu que les débats de notre Parlement aboutissent à des propositions réalistes et évitant, comme on l'a connu l'an dernier, toute surenchère financièrement délirante. En résumé, je n'ai qu'une chose à dire, au travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à madame Emmeline Kerbidier pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Alors, on va passer au groupe suivant et puis si elle arrive dans les 10 minutes qui viennent, je lui donnerai la parole après, le président Éric Ciotti pour le groupe UDR. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre représentation nationale doit choisir ce matin. Un choix difficile, exigeant, courageux, qui engage l'avenir de notre nation tout entière. Oui, nous devons choisir entre la continuité d'un pouvoir usé jusqu'à la corde, sans cap et sans légitimité, ou choisir le sursaut de la vérité et du courage. Choisir d'effacer ou non le macronisme, choisir ou non de mettre fin aux souffrances, aux difficultés des Français, choisir ou non de mettre fin à une immigration de masse et à l'ensauvagement de notre société, choisir ou non de stopper la spirale infernale des 3 400 milliards de dettes, du record mondial des impôts, comme le soulignait encore dans son alerte le FMI, qui pointait la gestion calamiteuse du président Macron et qui prévoyait que la dette française allait dépasser à l'horizon 2030 la dette de la Grèce. Voilà votre gestion. Choisir ou non de sauver nos services publics, de protéger nos concitoyens les plus fragiles. Avec le groupe de l'Union des droites pour la République, nous avons déposé, aux côtés de Marine Le Pen et du groupe du Rassemblement national, cette motion de censure, non par calcul, mais par conviction, parce que tout simplement, nous croyons que la France mérite mieux que la survie d'un système qui s'effondre. Depuis 8 ans, les Français regardent ce pouvoir qui promet la réforme et ne fait que livrer la confusion, qui parle d'autorité mais qui pratique la faiblesse, qui prétend incarner la modernité mais ressuscite les inepties d'une gauche qui aura tant fait de mal à la France. Oui, je censurerai un gouvernement socialiste, gouvernement dont M. Hollande est devenu le vice-premier ministre, un gouvernement otage du Parti socialiste, prisonnier d'Olivier Faure, qui vous tient, qui vous contraindra, qui vous dicte déjà votre ligne.
Aujourd'hui, ils vous ont imposé de reculer sur la réforme des retraites. Attendons de voir ce qu'il en est au final. Le seul totem du macronisme que vous avez bradé à la sauvette. Mais demain, ils vous imposeront la taxe humaine, le retour à la taxe à 75%, des impôts, des taxes, des normes, des règlements. Et vous céderez. Nous censurerons, je censurerai un gouvernement socialiste et son budget. Un budget qui incarne la recette immuable du socialisme. Toujours plus de dépenses, 30 milliards, toujours plus de dettes, 77 milliards d'intérêts de la dette, toujours plus d'impôts, au moins 19 milliards. Ce budget, c'est celui de la fuite en avant d'un gouvernement qui ne sait plus produire, qui punit l'effort, qui dévalorise le travail, qui décourage l'investissement, qui alourdit la fiscalité et qui étouffe la compétitivité. Je censure ce gouvernement car nous combattons sa philosophie, celle qui prétend que la France se maintient par la redistribution et non par le travail, par la dépendance et non par la liberté, par la dépense et non par la responsabilité. Mais quelque part, ce gouvernement traduit le retour finalement aux sources du macronisme. Oui, vous remontez aux origines du fleuve. Rappelons-le, Emmanuel Macron fut l'homme lige de François Hollande, son secrétaire général à l'Élysée, puis son ministre de l'économie, avant certes de le trahir. Derrière l'opportunisme, ce pouvoir en réalité n'a jamais cessé d'être celui de la gauche camouflée, caché sous les habits d'un prétendu nouveau monde. Vous avez berné les Français. Certains ont cru naïvement à la promesse du « en même temps », mais ce dépassement, au final, aura tourné à la confusion. Et cette confusion, aujourd'hui, elle se traduit dans la compromission et dans le chaos. Oui, mes chers collègues, nous censurons, car nous croyons en la liberté, en l'identité, à l'autorité, à la responsabilité, à la souveraineté, au mérite, au travail, toutes ces valeurs pour lesquelles vous avez démissionné. Et parce que je sais qu'on ne redresse pas la France avec les idées de ceux qui l'ont terriblement affaiblie, abaissée, dégradée. N'ayez pas peur, mes chers collègues, n'ayez pas peur du jugement des Français. Ne sacrifiez pas la France à la survie d'un système politiquement déjà mort. Comme en 1958, l'heure du courage a sonné. Ne sacrifiez pas les Français à la survie d'un président déchu qui a trahi la patrie. Je m'adresse en particulier, je le dis, même si leurs bancs sont quasi intégralement, cher Pierre Cordier, vides. Voilà ce que représente aujourd'hui la famille politique que j'ai eu l'honneur de présider, celle qui quelque part a été l'héritière du général de Gaulle. Elle est absente au rendez-vous des Français, elle est vide. Alors, malgré leur absence, et je parle par l'intermédiaire courageuse de Pierre Cordier qui est là, je m'adresse à mes amis républicains. N'écoutez pas votre peur, n'écoutez pas votre peur. Je la connais, je l'ai connue. Ne cédez pas aux menaces, aux coups de menton, aux calculs à la petite semaine, aux tentatives de déstabiliser les uns pour valoriser les autres. Écoutez les Français, écoutez vos électeurs, écoutez vos sympathisants, écoutez surtout la France qui vous demande, qui exige d'arrêter ce désastre et de sauver avec nous la France. Refuser la censure, c'est gagner sans doute quelques semaines sous la tutelle de M. Olivier Faure, un hypothétique et court répit avant une dissolution inéluctable.
Mais refuser la censure, c'est avec certitude perdre définitivement la confiance de ceux qui vous ont donné un mandat, les représenter et les protéger. Les menaces, la peur ne vous sauveront pas. L'union, oui, empruntez le chemin courageux de l'union, comme je l'ai fait l'année dernière. Censurez. Ne vous compromettez pas dans le soutien à ce gouvernement. N'avalez pas cette couleuvre, ce boa, cet alligator rose. Aucun électeur de droite ne vous le pardonnera. Alors oui, mes chers collègues, avec nous, osez le courage, censurez, pas pour vous, mais pour la France. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à présent donc à Emeline Kerbidi pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, depuis un an, notre pays est confronté à la plus grave crise politique que nous ayons connue sous la Ve République. Monsieur Lecornu, vous êtes le 5e Premier ministre à se présenter devant notre Assemblée depuis 2022. La sortie de crise nécessite assurément le respect mutuel de nos institutions. Le respect, voyez-vous, est basé sur la confiance sur l'honnêteté et l'honnêteté sur le respect de la parole donnée. Et pourtant, depuis votre récente nomination, nous avons essuyé vos fausses promesses. Promesses de rupture, d'abord, alors que tant dans la méthode que dans le fond, vous restez fidèle à Emmanuel Macron. On vous attendait avec un gouvernement de gauche, c'est à droite que vous êtes allé chercher un semblant de majorité avant que cette même droite ne vous laisse seul au milieu du gué. Vous avez promis le dialogue, mais vous refusez d'écouter. Vos longues consultations n'ont finalement permis que la reconduction d'un gouvernement composé de derniers fidèles, de derniers soldats, appuyés sur un socle qui n'a plus rien de commun ni de majoritaire. Vous vous enlisez dans le déni démocratique. Vous aviez même promis, après votre démission, de ne plus revenir. Mais vous voilà devant nous, aujourd'hui. Pour rester coûte que coûte, vous promettez encore. Après que vos amis aient fait adopter en force, contre le Parlement et contre le peuple, la réforme des retraites, vous concédez, enfin, tout juste, de la suspendre. Il vous aurait suffi d'un décret, un simple décret, pour tenir votre promesse. Mais vous préférez nous renvoyer à un amendement dans le PLFSS. Un amendement que votre socle bancal a déjà promis de combattre de toutes ses forces. De quels moyens? Entre l'obstruction parlementaire et les rouages du calendrier budgétaire, bienheureux celui qui peut croire encore à cette promesse de victoire. Et quand bien même nous parviendrions à faire adopter un tel amendement, quel maigre résultat! 9 mois de plus et des pensions au rabais. Vous avez promis aux Français que la facture sera salée. En réalité, nous ne reviendrons pas à l'état antérieur à 2022. Au groupe GDR, nous avons fait de la lutte contre la réforme des retraites un symbole fort de notre mandat. Nous avons été de tous les votes, de toutes les manifestations, dans cette Assemblée comme dans la rue. Mais voyez-vous, les symboles, ça ne se brade pas. Alors, pour tenter de nous convaincre, vous promettez toujours. Vous faites mine de redécouvrir la démocratie parlementaire. Voilà que vous promettez maintenant d'abandonner l'usage du 49.3. Et nous devrions vous croire désarmés? Monsieur le Premier ministre, de combien d'autres outils constitutionnels userez-vous pour contraindre les débats et faire adopter votre budget? Abandonnerez-vous l'utilisation du vote bloqué, prévu à l'article 44 alinéa 3? Délaisserez-vous l'usage de la seconde délibération prévue à l'article 101? Si nous augmentons les recettes, renoncerez-vous à l'article 40 lors de l'examen des dépenses? Enfin, renoncerez-vous à procéder par voie d'ordonnance, comme les articles 47 et 47-1 vous en offrent la possibilité? Autant d'outils sur lesquels vous ne vous êtes jamais prononcé. Le renoncement à l'article 49.3 est un leurre, et vous le savez. Mais même minoritaire, même affaibli, même esseulé, vous continuez de vous jouer de notre Assemblée. Quant au président de la République, alors que 68% des Français réclament désormais sa démission,
Ils s'enferment dans le déni, menacent de dissolution. Quelle drôle de partition! Pendant que vous flattez les députés pour tenter de leur faire croire que l'avenir du pays est entre leurs mains, votre mentor rappelle que le véritable pouvoir est entre les siennes. Vous avez en commun de vouloir faire croire que l'origine de la crise, comme sa solution, reposerait uniquement sur notre Assemblée. Habile façon de fuir votre responsabilité. Or, si notre Assemblée est morcelée et sans majorité, c'est par la faute d'Emmanuel Macron qui, un soir de juin 2024, avait pris la décision, seul et sans même en informer son camp, de dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà la véritable cause du désordre politique. Pour compenser son absence de majorité, depuis 1 an, il use et abuse de la Constitution, fragilisant le pouvoir législatif et l'ensemble de nos institutions, mettant à nu les fragilités de notre République, transformant la crise politique en crise institutionnelle, tout cela dans un unique but, préserver ses intérêts et ceux d'une poignée de très riches, à qui il a fait des milliards d'euros de cadeaux fiscaux depuis son arrivée au pouvoir, au détriment des travailleurs, des retraités, des étudiants, des ménages pauvres et modestes, de la jeunesse qu'il sacrifie. Votre budget 2026 en est la parfaite illustration. Année blanche, gel des aides sociales, baisse des aides au logement, augmentation du coût des carburants, augmentation de la TVA pour les auto-entrepreneurs, gel des barèmes de l'impôt sur le revenu, baisse du nombre de fonctionnaires, déremboursement des médicaments et tant encore. Un budget que vous jugez imparfait, nous le trouvons inadmissible. Depuis votre première nomination, il est vrai que les rebondissements ont été nombreux et que le recrutement de votre gouvernement n'a pas été une sinécure. Ne croyez pas que je m'en amuse, comme la plupart de nos concitoyens, nous avons trouvé que le spectacle était plutôt affligeant. Dans cet emploi du temps de ministre, fraîchement nommé, démissionnaire et remissionné, vous avez pourtant trouvé le temps de modifier le budget préparé par votre prédécesseur. Vous auriez pu faire mieux, vous avez choisi de faire pire en limitant l'effort demandé aux plus riches. Pour les territoires d'outre-mer, ce sera la double peine. Les coupes sur le budget général s'ajoutent aux coups de rabot sur la mission outre-mer. Le taux de chômage est déjà 2 à 3 fois plus élevé qu'en hexagone. Qu'à cela ne tienne, vous prévoyez une coupe de 350 millions sur la LODEOM. L'innovation et l'économie font rayonner la France, mais vous prévoyez 400 millions d'euros en moins sur l'aide à l'investissement des entreprises en outre-mer. Tous les secteurs sont concernés, le bâtiment, le commerce, le tourisme, et les conséquences seront inévitables sur l'emploi, le logement, le pouvoir d'achat. Nos territoires, que tous les indicateurs économiques et sociaux placent loin derrière l'Hexagone, avaient besoin d'un plan de rattrapage, Monsieur le Premier ministre. Vous leur promettez un plan de largage. Au nom de notre appartenance à la nation, vous souhaitez que l'on participe à l'effort budgétaire. Vous avez l'égalité à géométrie variable. Depuis des décennies, nous réclamons des moyens égaux pour nos services publics, l'égalité des droits sociaux et de justes compensations pour nos difficultés structurelles. En 2025, pourtant, il manque toujours des routes en Guyane, de l'eau à Mayotte, des logements à La Réunion. Et sur tous nos territoires, nous subissons le chômage de masse, la cherté de la vie, la pauvreté extrême. La France ne gère ses anciennes colonies qu'à travers les crises qu'elle traverse et les catastrophes qui les frappent. Crise sociale, environnementale ou institutionnelle, quand les caméras se déplacent, vos regards viennent à nous. Crise d'ailleurs que vous parvenez le plus souvent à créer vous-même, comme en Nouvelle-Calédonie, où l'entêtement du président de la République sur le dégel du corps électoral avait mis l'archipel à sang et à feu. Avec le report des élections, Monsieur le Premier ministre, vous lui emboîtez le pas, sans même vous remettre en question. Monsieur le Premier ministre, vous trouvez que la France est malade? L'outre-mer agonise. Vos coupes budgétaires finiront de tuer nos économies. Ce n'est pas par dogmatisme que nous les refusons, mais par réalisme et par amour de nos pays. Chaque coup de rabot creusera un peu plus l'écart en notre développement et celui de l'Hexagone. Chaque coup de rabot fera reculer l'objectif de réalité. Et croyez-moi, nous en sommes loin. Notre message à cette tribune est clair. Pas de coupe budgétaire pour l'outre-mer. Monsieur le Premier ministre, nous ne sommes pas les artisans du chaos pour lesquels vous aimeriez tant nous faire passer. Mais au nom de quoi devrions-nous nous résigner et accepter un tel budget qui choisit d'épargner les plus riches pour accabler les ménages modestes et les petites entreprises en outre-mer, plus encore qu'ailleurs? Pour permettre une hypothétique suspension de la réforme des retraites financée par un gel des pensions? Parce que vous nous donnez l'illusion de pouvoir débattre en renonçant au 49.3 alors que votre besace constitutionnelle regorge d'autres outils pour contraindre la discussion budgétaire? Au nom de la sacro-sainte stabilité, laquelle? Celle du président de la République assis sur son trône ou celle des marchés financiers que vous affectionnez tant?
Mesdames, Messieurs du gouvernement, aujourd'hui, nous ne censurons pas une femme ou un homme, nous ne censurons pas un nom, nous censurons votre budget, mortifère pour la France et mortifère pour nos territoires d'outre-mer. Nous censurons vos fausses promesses, vos faux semblants, vos mensonges à la face de ceux que vous méprisez, drapés dans une démocratie d'apparat. Nous censurons parce que nous n'avons pas d'autre solution, parce qu'après avoir essuyé le pire, vous nous promettez encore pire. Nous vous censurons parce que nous voulons que notre pays sorte de la crise, parce que nous sommes persuadés que la seule solution aujourd'hui est le départ du président de la République et votre départ doit lui précéder. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289, pour l'adoption 271. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Je vais maintenant mettre aux voix la motion de censure déposée par Madame Marine Le Pen, Éric Ciotti et 56 membres de l'Assemblée. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289, pour l'adoption 144. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Voilà, 271 voix pour la motion LFI, 144 pour celle du Rassemblement national. Aucune de ces deux motions n'a donc recueilli la majorité des 289 voix nécessaires pour qu'une motion puisse passer. Pour rappel, les socialistes avaient conditionné la non-censure du gouvernement à la suspension de la réforme des retraites. À la sortie de l'Assemblée, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, s'est dit au travail. Sa mission maintenant, c'est de faire passer le budget à l'Assemblée nationale. Mission sous haute tension. Fin de cet épisode. À bientôt sur LCP.